Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livret que j'ai choisi d'écrire sur un sujet qui me semble absolument central pour les années qui viennent. L'emploi au Maroc face à l'intelligence artificielle, à la transformation du travail et au choix que devra faire le prochain gouvernement. J'ai voulu écrire ce livret pour une raison simple. J'ai le sentiment que nous sommes devant un changement majeur, mais que nous continuons trop souvent à en parler comme s'il s'agissait encore d'un futur lointain, d'une possibilité théorique, d'un sujet de colloque ou de salon technologique. Or ce n'est plus le cas. Le travail change déjà. Les tâches changent déjà. Les métiers changent déjà. Et la vraie question n'est plus de savoir si cette transformation va toucher le Maroc. Elle le touche déjà. La vraie question est de savoir si nous allons l'anticiper avec sérieux ou la subir avec retard. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livret, sur quelle base je me suis appuyé, ce que disent réellement les chiffres, ce qu'ils ne disent pas, qui risquent d'être touchés en premier, et surtout pourquoi le prochain gouvernement marocain ne pourra pas traiter ce sujet comme un dossier secondaire. J'ai écrit ce livret parce qu'à un moment, commenter ne suffit plus. Il faut alerter. Depuis quelque temps, nous voyons s'accumuler des signaux venus du monde entier. Restructuration, automatisation croissante, transformation des tâches administratives, réorganisation des métiers de bureau, pression sur les postes juniors, montée des outils capables de produire, résumer, classer, répondre, analyser, assister. Et trop souvent, ces signaux sont traités de manière superficielle. Soit on les banalise, soit on les dramatise. Mais on les travaille rarement sérieusement dans le contexte marocain. J'ai donc voulu prendre un point d'appui solide, pas une intuition vague, pas une peur à la mode, pas un slogan, une base sérieuse. Ce point d'appui, c'est un rapport stratégique comparé sur l'intelligence artificielle et la reconfiguration des marchés du travail dans les pays arabes et africains, avec un focus important sur le Maroc. Et ce rapport m'a frappé pour une raison très simple. Il ne parle pas d'un futur abstrait, il parle de nous, il parle de notre économie, il parle de nos jeunes, il parle de nos emplois d'entrée, il parle de nos services, de notre administration, de notre offshoring, de nos vulnérabilités et de nos marges de manœuvre. Je vais même vous dire les choses franchement. Comme lanceur d'alerte, il m'arrive souvent d'avoir le sentiment de ne pas être assez entendu. On écoute, on acquiesce, puis on passe à autre chose. Et cette frustration est réelle. Alors oui, j'ai choisi de provoquer un peu. J'ai choisi de mettre en avant des chiffres chocs. Non pour faire peur gratuitement, mais pour forcer l'attention, parce que parfois, dans un espace public saturé de bruit, il faut un électrochoc pour imposer un sujet. Le message central du livret tient en une idée. Le vrai sujet n'est pas seulement l'automatisation. Le vrai sujet, c'est la vitesse. Pendant longtemps, on a posé le débat de manière trop simple. Est-ce que l'IA va détruire des emplois, oui ou non? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est plus exigeante. Elle est la suivante. À quelle vitesse le travail va-t-il être transformé de l'intérieur? Et est-ce que le Maroc a réellement la capacité institutionnelle, sociale, éducative et économique d'absorber cette transformation? Parce qu'un pays peut être exposé à un choc technologique sans s'effondrer s'il forme, reconvertit, réorganise, accompagne, investit, monte en gamme. Mais si la vitesse du changement dépasse la vitesse de réponse du pays, alors la technologie cesse d'être seulement un levier de productivité. Elle devient un facteur de fragilité sociale. C'est pour cela que j'écris dans ce livret, et que je redis ici, que le prochain gouvernement marocain n'héritera pas seulement d'un marché du travail fragile, il héritera d'un chronomètre. Venons-en maintenant aux chiffres, parce que ce sont eux qui frappent le plus. Mais ce sont aussi eux qu'il faut expliquer avec le plus de rigueur. Pour le Maroc, à l'horizon 2030, le document avance 4 ordres de grandeur. 1 500 000 postes sous forte pression transformationnelle, 3 100 000 postes en transformation professionnelle notable, 4 600 000 postes touchés à des degrés divers et seulement 180 000 emplois numériques nouveaux comme capacité compensatoire. Puis, à l'horizon 2035, on passe à une autre échelle. Environ 8 millions de postes affectés, dont près de 2 900 000 postes à risque élevé. Alors, première clarification essentielle, ces chiffres ne veulent pas dire que des millions d'emplois vont disparaître du jour au lendemain.
Il faut être très sérieux sur ce point. Toucher ne veut pas dire supprimer. Exposer ne veut pas dire condamner. Transformer ne veut pas dire effacer. Ce que ces chiffres disent, c'est qu'une partie immense du travail au Maroc va changer de nature. Le 1 500 000, c'est le noyau dur des postes qui pourraient connaître une transformation profonde de leur contenu. Le 3 700 000, c'est la grande zone de mutation notable. Le 4 600 000, c'est le périmètre global du choc, c'est-à-dire des postes affectés à des degrés différents. Et le passage à 8 millions en 2035 signifie qu'on n'est pas face à une vague ponctuelle, mais à un approfondissement systémique. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est donc ceci. Le vrai sujet n'est pas un grand fantasme de disparition instantanée du travail. Le vrai sujet, c'est une recomposition massive du travail. Et cette recomposition, si elle n'est pas pilotée, peut devenir une crise sociale à bas bruit. Le vrai choc, est que les métiers changent de l'intérieur. C'est probablement l'idée la plus importante du livret. Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de gens imaginent tout de suite des métiers qui disparaissent. En réalité, ce qui se passe d'abord est souvent plus subtil, mais aussi plus profond. Les métiers ne s'effacent pas nécessairement d'un seul coup. Ils changent de l'intérieur. Une partie des tâches routinières, standardisées, répétables, documentaires, analytiques de premier niveau, administratives ou textuelles, peut désormais être assistée, accélérée, automatisée ou réorganisée. Cela veut dire que le centre de gravité du travail humain se déplace. On va moins exécuter certaines opérations simples et davantage vérifier, superviser, corriger, arbitrer, coordonner, gérer l'exception. Autrement dit, le métier peut garder le même nom sur le papier, mais dans la réalité, le travail n'est déjà plus le même. Et cela change tout. Cela change les compétences attendues, cela change les profils recrutés, cela change les trajectoires professionnelles, cela change la valeur de l'expérience, cela change aussi la hiérarchie entre les postes. Le danger, c'est que si nous continuons à penser l'emploi uniquement en nombre de postes créés ou détruits, nous allons manquer la transformation réelle qui est déjà en cours à l'intérieur des métiers. S'il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est celui-ci, les emplois d'entrée. Pour moi, c'est le point social le plus sensible de tout ce livret. Pourquoi ? Parce que ce sont ces premiers postes qui permettent aux jeunes d'entrer dans une entreprise, d'apprendre, d'acquérir de l'expérience, de comprendre les codes d'un métier, de commencer à construire une trajectoire. Or, ce sont justement ces tâches d'entrée, souvent plus standardisées, plus répétitives, plus procédurales, qui sont parmi les plus exposées à la transformation. Et là, il faut mesurer la gravité de la chose. Si une économie commence à grignoter les premiers barreaux de l'échelle avant d'avoir construit de nouvelles voies d'accès, alors elle ne fait pas que transformer le travail. Elle fragilise la mobilité sociale. C'est là que les jeunes apprennent. C'est là que des familles espèrent. C'est là que les classes moyennes se renouvellent. C'est là que des femmes s'insèrent dans le travail formel. C'est là que l'on transforme un diplôme en expérience. Si ces postes se contractent silencieusement, sans que le débat public le voie, on prépare une crise moins spectaculaire qu'un grand plan social, mais potentiellement plus corrosive à moyen terme. C'est pour cela que je parle de bombe sociale silencieuse. Oui, les jeunes et les femmes seront les premières lignes de fragilité. Cette transformation n'est pas neutre socialement. Elle n'affectera pas tout le monde de la même manière. Les jeunes sont clairement en première ligne. Ils arrivent sur le marché du travail au moment même où les postes juniors, intermédiaires, d'appui, de support commencent à être réorganisés. Et dans un pays où le chômage des jeunes est déjà très élevé, cela ajoute une pression redoutable. Les femmes aussi sont particulièrement concernées, notamment parce qu'elles sont nombreuses dans certains segments administratifs, commerciaux et de support qui figurent parmi les plus exposés à la transformation cognitive du travail. Autrement dit, l'intelligence artificielle n'arrive pas sur un terrain neutre. Elle traverse des inégalités déjà existantes. Et si l'on n'y prend pas garde, elle peut les amplifier. C'est pour cela que ce dossier n'est pas seulement technologique, il est social, il est générationnel, et parfois, il est aussi genré. Il faut aussi être très clair sur un point. Le Maroc n'est pas touché à la marge. Il est touché dans des secteurs centraux de son économie moderne. Les foyers de pression identifiés concernent notamment l'offshoring, le BPO, les centres de services,
les banques, les assurances, l'administration et certaines chaînes industrielles standardisées. Pourquoi ces secteurs? Parce qu'ils concentrent beaucoup de tâches textuelles, procédurales, documentaires, de traitement d'informations, de back-office, de support, de gestion de flux. Et ce sont précisément ces tâches que les nouveaux outils savent de mieux en mieux assister ou réorganiser. Pendant longtemps, le Maroc a bénéficié d'un avantage sur certains segments grâce à une combinaison de coûts compétitifs, de proximité, de compétences et de stabilité. Mais désormais, nous entrons dans un monde nouveau. On ne compare plus seulement le coût du travail marocain au coût du travail ailleurs. On compare aussi le coût du travail humain standardisé au coût de l'assistance algorithmique, et cela change profondément la donne. À ce stade, la question essentielle n'est plus seulement combien de postes sont exposés. La vraie question est quelle est la capacité du Maroc à absorber ce choc? Le chiffre qui me paraît, de ce point de vue, particulièrement révélateur, c'est celui-ci. Face à des millions de postes touchés, la capacité compensatoire via de nouveaux emplois numériques reste estimée à 180 000 à l'horizon 2030. Cela veut dire qu'on ne peut pas compter uniquement sur les métiers nouveaux pour résoudre le problème. Il faudra former, requalifier, accompagner, réorganiser, maintenir des portes d'entrée, élever la valeur ajoutée, aider certains secteurs à monter en gamme. Autrement dit, le défi n'est pas seulement technologique, il est institutionnel. Le Maroc peut encore agir, il n'est pas condamné à subir, mais il ne peut plus se permettre d'arriver après le choc. Si la machine de reconversion, de formation, de protection et d'adaptation avance moins vite que la transformation du travail, alors la technologie finira par produire une frustration sociale croissante. Je reviens ici sur un point personnel parce qu'il est important. Oui, j'ai volontairement mis les chiffres choc au centre. Oui, j'ai choisi une couverture forte. Oui, j'ai voulu frapper les esprits. Et je l'assume. Je l'assume parce que, dans le débat public, certains sujets n'avancent que lorsqu'on les rend impossibles à ignorer. Je n'ai pas choisi ces chiffres pour faire peur. Je les ai choisis pour créer une secousse salutaire. Car si nous parlons de tout cela avec un ton trop tiède, trop prudent, trop abstrait, le sujet sera encore repoussé. Et pendant ce temps, le réel, lui, avancera. Mon objectif n'est pas la panique. Mon objectif est la prise de conscience. Pas pour diaboliser l'innovation, pas pour entrer dans une posture anti-technologie, mais pour rappeler une évidence, le progrès technique ne produit pas automatiquement du progrès social. Il faut une volonté politique pour transformer l'un dans l'autre. Qu'est-ce que j'attends concrètement des responsables politiques? D'abord, qu'ils cessent de traiter ce sujet comme une rubrique de communication numérique. L'enjeu n'est pas de paraître moderne, l'enjeu est d'être prêt. Ensuite, j'attends quelques priorités claires. Premièrement, protéger les emplois d'entrée et maintenir des voies d'accès réelles à la vie professionnelle. Deuxièmement, accélérer la formation et la reconversion, non pas à petite échelle, mais avec une logique de masse, de ciblage sectoriel et de rapidité. Troisièmement, encadrer les usages algorithmiques dans le recrutement, l'évaluation et certaines procédures, afin d'éviter que des biais anciens ne deviennent des injustices automatisées. Quatrièmement, accompagner les secteurs les plus exposés pour qu'ils montent en gamme au lieu de simplement subir la pression. Cinquièmement, construire un minimum de souveraineté technologique parce qu'un pays peut très bien utiliser massivement l'IA sans garder réellement la valeur qu'elle produit. En résumé, j'attends une réponse sérieuse sur les trajectoires humaines, pas seulement sur les outils. Un autre point très important du livret, c'est qu'il ne s'arrête pas à 2030. L'horizon 2035 marque un changement d'échelle. On parle alors d'environ 8 millions de postes affectés, dont 2,9 millions à risque élevé. Cela veut dire que la première vague n'est pas un épisode isolé. Elle annonce un approfondissement. Et ce n'est pas tout. À cet horizon, une seconde vague robotique pourrait aussi toucher autour de 638 millions de postes, notamment dans l'agriculture, l'automobile, le textile, le bâtiment, la logistique et le commerce. Autrement dit, le sujet ne concerne pas seulement les bureaux, les centres de services ou les métiers textuels. À terme, il déborde aussi vers l'économie matérielle. Donc 2030, c'est l'alerte structurante. 2035, c'est le changement de braquet. Le pays doit donc penser deux temporalités en même temps, l'urgence immédiate et la profondeur stratégique. Je voudrais conclure par une idée très simple. Ce livret n'a pas été écrit contre la technologie. Il a été écrit contre le retard politique,
contre le retard institutionnel, contre le retard de prise de conscience. L'intelligence artificielle peut produire des gains de productivité. Elle peut aider, assister, accélérer, améliorer. Mais si elle transforme le travail plus vite que nous ne transformons notre manière de former, d'insérer, de protéger et de monter en gamme, alors elle risque de devenir un accélérateur de fragilité. Et c'est précisément pour éviter cela que j'ai écrit ce livret. Mon message, au fond, est le suivant. Le Maroc ne doit pas attendre que la transformation soit visible partout pour réagir. Il doit agir pendant qu'il a encore une marge. Parce qu'une fois que les premiers postes se sont contractés et que les inégalités se sont creusées, que les frustrations se sont installées, il est toujours plus difficile de réparer que d'anticiper. Le sujet n'est plus de savoir si l'IA arrive. Le sujet est de savoir si le Maroc veut la gouverner ou simplement la subir. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. Si le livre vous intéresse un peu, il est à votre disposition en téléchargement libre en version PDF sur le kiosque numérique PressePlus.ma. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.